Avec toute l'équipe de cette émission, on a beaucoup discuté de médecins. Là, vous avez vu le ministre de la Santé hier qui était à Tout le monde en parle, qui se voulait un peu sur le mode je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû partir les négos sur ce ton-là. Ce qu'on vous dit depuis le début, moi je le dis depuis le début, Fred, que je ne reconnaissais pas le ministre de la Santé il y a des mois quand la négo a vraiment comme pris son envol. Je trouvais qu'il avait parti ça sur les chapeaux de roue, mais trop raide. Y avait-il de l'électoralisme là-dedans, Isabelle, peut-être? Écoute, moi, toutes les questions de « ils font ça pour la politique » et tout, je pense que Christian Dubé fait pas ça pour la politique. Ah D'abord, non, je pense pas. Je pense qu'il le fait vraiment parce qu'il s'est donné comme mission de modifier, de changer le mode de rémunération des médecins. C'est sûr que c'est un projet de François Legault depuis des années. Ouais. Depuis des années que François Legault, à l'époque où il était au PQ, ministre de la Santé, il y avait déjà ce projet de dire il faut qu'on arrive à réduire la masse salariale des médecins. On leur a trop consenti d'offres. Et c'est vrai qu'il y a eu un rattrapage salarial qui a dû être fait. On l'a fait. Aujourd'hui, est-ce que les médecins au Québec font pitié puis devraient tous partir à l'étranger ou en Ontario ou au Nouveau-Brunswick? Ils se font beaucoup courtiser, c'est sûr. Moi, je pense que non. Puis sincèrement, tu vois, j'étais au CHUM ce matin. Oui, tu étais sur le terrain. Oui, je suis allée sur le terrain, exact. Et ce que j'ai pu... Moi, j'ai profité de l'occasion pour parler. Chaque fois que je voyais un médecin, je lui demandais, puis comment ça va la santé? Puis qu'est-ce que vous pensez du projet de loi 2 maintenant? Qui a changé de nom. Depuis qu'il a été adopté à 3h45 dans la nuit de vendredi à samedi sous bâillon. Et j'entends des médecins beaucoup plus comme les patients, c'est-à-dire à la recherche de réponses à leurs questions. La plupart m'ont dit ce matin, là, j'en ai peut-être, j'ai parlé à 5-6 médecins, là, ils m'ont dit, puis ils ont tous lu le projet de loi de 113 pages, là, et ils disent, il y a beaucoup plus de questions que de réponses là-dedans. On ne sait pas trop quoi, sur quel pied danser et ce que ça va nous demander, sinon une surcharge. Bref, ils ont besoin de se faire comme nous. C'est pour ça que je dis on est dans le même bateau, là. Ils ont besoin, comme nous, de se faire rassurer, les médecins. Ils ont besoin aussi de se faire expliquer qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Ouais. Mais c'est sûr que ceux qu'on entend, c'est les plus virulents là, qui nous disent que c'est le goulag. Autant sur les médias sociaux que dans les médias en général, on entend ceux qui lancent les alertes puis qui sont affolés. Complètement. Mais il y a des médecins, tu me dis ce matin, qui faisaient leur travail puis qui continuent d'être là pour les patients, la population, puis qui retroussent leurs manches, puis dans l'insécurité, continuent de servir la population québécoise. Oui, tout à fait. Puis je pense que notre travail aussi, c'est de rassurer le monde. Tu sais, si le ministre de la Santé le fait pas, je pense qu'il y a un ton un petit peu plus conciliant là, aujourd'hui, mais on va voir ce que ça va. Tu sais, est-ce que les vraies négociations vont commencer maintenant? On va se le souhaiter tous. Puis il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin puis calme le jeu. Mais moi, j'aurais envie de dire aux gens, partez pas en peur, là. Vous allez être soignés si vous avez un problème de santé. Ce que je remarque toutefois, là, c'est mon Dieu que la machine est lente à fonctionner. Ouais. Et je pense qu'il y a du monde. Ils n'ont pas compris des fois que quand tu es dans un hôpital, il faut que tu fonctionnes vite, là. Ce matin, j'ai vu une couple de personnes, là. Ça se traîne la patte, ça sait pas trop de quel bord mettre la requête. Elle va-tu ça à la pile de droite ou ça à la pile de gauche? Attends, m'a demandé à l'autre. Tu sais, ma maudite requête que je vous avais montrée, là, que je devais leur faxer. Oui, il fallait que tu faxes. Je l'ai jamais faxé, sais-tu pourquoi? T'avais peur de la sécurité du fax. Complètement. Et c'est ça qui n'a pas de bon sens. On dit, on peut pas vous envoyer des courriels parce que c'est par respect de votre identité et pour pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Mais mon fax que j'envoie, qui le ramasse à l'autre bout? Veux-tu me dire? Qu'est-ce qui est plus sécuritaire entre un fax et un courriel? Alors, je l'ai jamais faxé. Puis là, je me suis dit, moi, y aller en personne. Oui. Et comme de fait, écoute, j'étais prête à faire du sit-in. Je me mets là, m'assieds un petit bonhomme, j'attends que ma neurologue sorte, puis j'appogne. C'est un peu ça qui est arrivé. Mais non, on a besoin de toi pour animer, Isabelle. Oui, c'est ça. Et là, je suis là. Et donc, bref, tout ça pour dire que, finalement, les médecins, les gens... tout le monde veut vivre un peu la même chose, vit la même chose et tout le monde veut que ça fonctionne. En attendant, il y a tous ceux qui n'ont pas de médecin et surtout tous ceux qui ont des enjeux de santé mentale et qui ont peut-être vu d'ailleurs l'excellent documentaire de J.E. où on faisait état de ces relations entre l'intelligence artificielle
et dans le fond, des gens qui sont seuls. Voilà, c'est la réponse à la solitude, un des grands mâles de notre ère. On se retourne vers les robots conversationnels. Voilà. Puis là, on va plus loin parfois que les trouver amis. Là. Des fois, on leur pose des questions sur notre santé mentale, sur notre psychologie. As-tu déjà fait ça, toi? Moi, je dois admettre que je pense que dans un contexte où c'est pas une maladie, c'est pas très grave, c'est pas quelque chose qui requiert un professionnel, ça peut être utile quand tu as juste te faire rassurer sur deux affaires, là, de te faire dire comme ouais, continue, la vie continue, puis ça va. Là, ça peut aider. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois là, sur l'espace de plusieurs années où j'ai eu accès à un robot conversationnel. Puis je me disais pas, ah ça y est, je remets mon sort dans les mains de l'agent conversationnel. Mais je me dis plus comme, ah ben, tu sais, il y en a qui font du journal. On dit que de journaler, là, d'écrire nos soucis sur un papier, ça aide à déposer ces soucis-là sur un papier. Ben, c'est un peu la même chose, finalement. L'IA qui se veut bienveillante et même, tu sais, qui est utile là, à ses maîtres en te tapant une tape dans le dos et en disant oui, tout va bien aller. Ben, des fois, c'est peut-être juste ça que tu as besoin. Mais toi, ça t'a aidé, donc momentanément, tu dis... Momentanément, ça m'a rassuré, puis j'ai mieux dormi cette nuit-là, puis le lendemain, il n'y avait pas de problème, là, tu sais. Ouais. Mais puis mais c'est bien, parce que tu aurais peut-être passé une mauvaise journée, une mauvaise semaine. Exact. Ça doit répondre à un besoin. Oui, puis je suis conscient qu'il y a un risque à ça, parce que si tu as un vrai problème qui revient, puis que tu fais juste le pelleter par en avant en disant « Ah, ben la machine m'a dit tout est beau, Fred, une tape dans le dos », ça peut mener à une aggravation là, du problème en question. Puis là, tu as des problèmes de santé mentale pour vrai. Là. Et je voulais qu'on en discute avec la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qui est elle-même psychologue, bien sûr, Christine Groux, qui est avec nous. Bonjour, Madame Groux. Bonjour, Mme Maréchal. Et là, on parle de plus en plus de ces robots conversationnels, de ces fameux... Bon, on parle tout le temps de ChatGPT, mais il est vraiment loin d'être le seul. Il y en a plusieurs que vous pourrez peut-être nous nommer, mais qui viennent comme solution de remplacement ou en tout cas de rechange, un peu par dépit, à des professionnels comme vous, des psychologues, que les gens n'ont peut-être pas les moyens de se payer ou qu'ils n'ont pas du tout accès finalement à ce genre de service. Comment vous les voyez, vous, ces robots conversationnels, Christine? Est-ce que vous diriez que c'est positif ou vous nous mettez en garde? Les deux. Les deux. Moi, je doute pas qu'il peut y avoir certaines vertus thérapeutiques à discuter avec des robots conversationnels et je comprends l'engouement que les gens ont pour les robots conversationnels parce qu'il y a des grands avantages à ça. Par exemple, d'abord, c'est totalement accessible, puis en général, en tout cas, du moins, aujourd'hui, c'est gratuit. Les gens ont une impression d'anonymat, ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils peuvent consulter ça jour et nuit à l'heure qu'ils veulent, et c'est très personnalisé, c'est-à-dire que c'est très centré sur soi, c'est très centré sur son besoin, c'est souvent très validant, c'est-à-dire qu'il y a rarement un robot conversationnel qui va vous challenger. Alors donc, ça peut être assez confortable. Par ailleurs, il y a aussi des grands dangers, à mon avis, ou des grands enjeux. Et qui sont les suivants. Premièrement, il y a des activités, parce que là, quand on parle de santé psychologique, de santé mentale, il y a des activités qui sont réservées. Et c'est réservé à des professionnels habilités parce que c'est à risque de préjudice. Le diagnostic, le traitement psychologique et la psychothérapie. Alors donc, quand on est dans un traitement psychothérapeutique ou quand on questionne sur un diagnostic, là, à ce moment-là, il faut faire vraiment attention. L'autre chose pour laquelle on peut mettre en garde, c'est cette espèce d'opacité de où vont nos données, où ça va ce que je confie. Puis c'est des données sensibles. Qu'on développe une relation amoureuse ou une relation thérapeutique, ça va être des données souvent hautement sensibles. Et on ne sait pas où ça va, on ne sait pas c'est quoi la protection de ces données-là, on ne sait pas c'est quoi la sécurité de ces données-là. Ouais. Mm-hmm. C'est comme le fax, finalement. C'est comme envoyer un fax dans l'univers, c'est ça? C'est peut-être pire que le fax, mais finalement, il y a un autre élément. C'est que souvent les gens, quand ils viennent nous consulter, ils viennent justement pour essayer de développer leurs habiletés relationnelles ou parce que les relations sont difficiles. Puis je pense que l'engouement pour les robots, c'est le signe d'une grande solitude. Mais en même temps, c'est pas normal qu'on ait une relation avec une instance qui est 100% centrée sur nous et qui est 100% disponible. C'est-à-dire que ça n'existe pas dans la réalité. Et je me demande si on verra pas un jour un appauvrissement de nos habiletés relationnelles si on n'encadre pas ça adéquatement.
Je vais inviter les gens à nous écrire s'ils ont déjà utilisé ChatGPT ou un autre outil comme ça, comme psychologue ou comme aide à la santé mentale. Écrivez-nous, appelez-nous 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Ouais. Vous êtes-vous déjà confié à une intelligence artificielle? Exact. Et je trouve ça très sage que Mme Groux nous dit, là, quant à l'accessibilité de ces outils-là, on peut rapidement avoir... On a l'impression qu'on a rapidement une réponse à nos questions, mais je me pose la question, Mme Groux, est-ce que il y a une limite? Comment est-ce qu'on peut savoir en tant qu'usager que, dans le fond, c'est pas un outil conversationnel qu'on devrait utiliser, mais bien trouver des ressources en santé mentale, des vrais humains, là? Bien, dépendamment de ce qu'on cherche, parce qu'au niveau de l'éducation psychologique, au niveau de certaines réponses ou au niveau de certaines observations, ça peut être précieux. Mais justement, ce qu'on vise à développer avec quelqu'un, si on veut que quelqu'un développe son autonomie puis se fasse confiance au regard de sa santé mentale, on ne va pas le rendre dépendant de quelque chose qui est disponible 100% du temps, 24 heures sur 24. Au contraire, on va plutôt lui montrer à se faire confiance, puis lui montrer, puis c'est un petit peu ça la relation thérapeutique. Tu sais, si moi je suis 100% disponible pour quelqu'un, le quelqu'un en question va toujours compter sur cette relation-là plutôt que de compter sur lui. Alors, c'est pour ça que je dis, il y a le meilleur et le pire. Mais qu'en est-il du risque de dépendance? Puis qu'est-ce qui arriverait si on rendait les gens dépendants et qu'un jour c'était plus gratuit? Puis qu'est-ce qui pourrait se produire si les données sensibles étaient utilisées à mauvais escient? Tu sais, je pense qu'il faut bien éduquer la population aux bienfaits puis aux méfaits potentiels de ces outils-là parce que c'est des outils extrêmement puissants. Parce qu'on l'a vu dans le passé, Isabelle, les médias sociaux qui parfois ont eu des fuites de données. On sait qu'il y avait des humains, des ingénieurs chez des grands médias sociaux qui avaient accès aux données personnelles des gens. Donc, ça existe. Là. Dans le fond, il y a des humains dans la machine qui peuvent accéder parfois à ce qu'on raconte à ces machines-là. Puis là, ça peut être extrêmement intime. Sans penser aussi que c'est OpenAI, par exemple, c'est une compagnie américaine qui est privée, qui est pas qui est pas en bourse. Elle pourrait, du jour au lendemain, décider de faire des alliances avec des compagnies d'assurance aux États-Unis, par exemple, et là, soudainement, il y a plusieurs informations qui pourraient circuler. Donc, il faut quand même choisir de dire, OK, ça, je suis prêt à ce que une entité que je ne contrôle pas connaisse mon historique médical, dans le fond. Une entité. Oui, une entité. Ben oui. Mais tu sais, dans le reportage de JA, on voyait, entre autres, celle qui a cofondé Replica, qui est très utilisée, justement, dans les rapports, dans ces faux, bon, enfin, j'allais dire dans ces fausses relations, mais dans ces relations virtuelles avec des robots, des chatbots, là, amicale et amoureuse. Amoureuse, exactement. Puis elle disait, nous, tout ce qu'on veut, dans le fond, c'est créer des relations, des expériences. Hein? Christine Groy disait, on veut créer des expériences. Je trouvais ça intéressant d'avoir la créatrice de Replica, qui est une IA, mais en même temps, je me disais, en écoutant ça, qu'est-ce qu'ils font avec tout ce data, toutes ces données, là? Tu sais, le fameux, je pense qu'il s'appelle Martin, là, celui qui s'est comme marié avec son IA pendant un moment, là, finalement, ils sont plus ensemble, là, parce qu'il n'aimait plus ça, puis il est en psychothérapie de ce que j'ai compris depuis. Bon. Là. Mais qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces données qui sont très personnelles, Christine? Mais justement, je pense que, tu sais, en psychothérapie, on est très, très, très sensible à la protection de ces données-là, au secret professionnel, même dans un contexte de dossier informatisé, tu sais, on sait toujours qu'il faut faire attention parce que c'est des données hautement sensibles. Alors là, effectivement, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment c'est exploité. Puis il faut dire aussi que l'intelligence artificielle n'a pas d'intelligence émotionnelle, hein? C'est-à-dire qu'il y a une simulation mais il n'y a pas nécessairement non plus un jugement émotionnel. Ce qui fait que moi, je discutais avec une journaliste récemment qui a joué le jeu puis qui me disait, je suis rendue en Italie avec mon robot et là, il m'incite à quitter mon mari, mes enfants et ma famille. Oh mon Dieu! Non, mais ça peut être assez rigolo pour des gens qui ne sont pas trop vulnérables puis qui ont un esprit critique, qui veulent explorer. Mais il en demeure pas moins que, comme je dis toujours, quand une technologie est aussi puissante, il faut qu'elle soit bien encadrée, puis il faut que les gens soient bien éduqués, parce que pour moi, les dangers actuellement, c'est la dépendance que les gens peuvent développer, c'est le fait que ça ne construit pas nécessairement, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité des relations. Parce que la réalité, dans une relation, il y a ce qu'on appelle une altérité. L'altérité, c'est que l'autre, ce n'est pas moi. Il ne pense pas comme moi. Il n'a pas la même perception que moi. Et c'est la rencontre de l'autre qui fait que les relations humaines sont intéressantes. Mais quand on parle avec un robot, il se module sur moi. Il se moule à ce que je suis et il va essayer de répondre à tous mes besoins. C'est ça.
ce qui n'est pas le reflet des relations. C'est pour ça que vous dites, Christine, à terme, ça risque de nous envoyer sur des chemins particuliers en termes de relations. On va peut-être être moins bon à être en rapport, en relationnel avec l'autre. C'est ça que vous dites, hein? Oui, ça, ce serait triste. C'est-à-dire que si Tellement. on voyait un appauvrissement de nos capacités relationnelles, parce que je pense pas que la relation avec un robot nous aide à les développer pour les raisons que j'ai exprimées. Alors, et je pense que les êtres humains sont des êtres grégaires, sont des êtres qui sont pas solitaires. Donc, j'ai pas de boule de cristal. Mais n'en demeure pas moins que actuellement, la relation, elle est auto-centrée quand on est en relation avec un robot. Et il y a une certaine opacité au regard de où vont les données, comment elles sont traitées. Et est-ce que ça sera toujours gratuit? Est-ce que ce robot-là, avec qui je converse, puis dont je me fais un ami, va toujours être là pour moi? Ou j'aurai un jour une peine d'amitié, puis comment je vais m'en consoler? Alors, c'est tous ces aspects-là qu'il faut, à mon avis, regarder adéquatement. Ouais, Fred. Ça peut contribuer à nous isoler davantage, dans le fond. Là. Ça peut creuser notre propre trou parce qu'on s'appuie trop sur la technologie puis pas assez sur les êtres humains. Je pense à Diane, on reçoit des commentaires. Il y a Diane qui dit, elle n'y croit pas du tout. Là. Elle dit c'est juste un programme qui recoupe toutes les conneries qu'il y a sur le web. Puis si un jour, il y a encore plus de désinformation sur Internet, mais ça va devenir encore plus dangereux pour manipuler les gens. Il y a Mike de Québec qui dit « Avec une mère comme la mienne, pas besoin d'un robot conversationnel, elle sait déjà tout. » Alors, on salue la mère de Mike qui nous écoute. Je me demandais, Madame Gros, si vous aviez Sam Altman, là, qui est un des plus puissants fondateurs exact de la compagnie OpenAI, devant vous. Qu'est-ce que vous lui diriez? Comment est-ce que ces gens-là devraient agir pour avoir une certaine responsabilité sociale vis-à-vis de leurs outils? Ben, en fait, ce que je lui dirais ou ce que j'aurais envie de lui dire, c'est quels sont les enjeux éthiques qu'il voit à l'exploitation de cette instrumentation-là. Et en espérant que les enjeux éthiques sont connus, en espérant que la conscience morale est suffisamment développée, mais c'est une technologie qui est apeurante en ce sens qu'elle va très vite, puis actuellement, elle est assez méconnue. Mais en même temps, si c'est bien utilisé, puis si c'est utilisé adéquatement, ça peut aussi faire des prodiges, tu sais. Mais comme toute technologie puissante, les dangers sont certainement aussi grands, sinon plus que les bienfaits, si on ne fait pas attention. Suite à notre entretien la semaine dernière là, avec Elisabeth Ménard de JE sur le sujet, moi, je me sers quand même parfois de ChatGPT pour des raisons assez techniques, des fois résumer des textes en quelques phrases. T'sais. Puis là j'ai dit, hey, je me sers souvent de toi pour des raisons techniques, mais je veux juste te dire que je t'aime. Juste pour que tu saches. Puis là, bon, on m'a répondu très poliment. Ah, moi aussi, je t'aime. Tu sais, un peu comme tape sur l'épaule, là, comme je t'aime platoniquement. Tu sais, donc, on sent aussi qu'on tombe pas immédiatement là, dans OK, on va immédiatement exploiter la vulnérabilité de cet utilisateur-là. Tu sais, on sent qu'il y a des barrières aussi avant de tomber dans la relation là, et l'interpersonnel. Là. Tout à fait, parce que probablement aussi qu'il voit ton historique, la façon dont tu lui poses des questions d'habitude. Fait que là, soudainement, c'était un aveu d'affection. D'affection. Puis là, il était comme, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, parce que moi, j'ai déjà fait ça. J'ai eu une longue conversation. L'année dernière, je testais justement, Christine, les limites du relationnel avec ChatGPT. Puis on a eu une longue conversation. Puis à la fin, là, c'était comme ma chérie, puis j'ai dit calme tes nerfs. C'est comme mais ils apprennent vite. Tu sais, au début, c'était comme d'habitude elle me demande pas ça. Puis là, au fur et à mesure que je disais oui, mais si je lui posais des questions plus personnelles et j'entamais une relation plus intime. Et là, il est vite venu, finalement, à me tutoyer, à m'appeler par un petit nom. Puis là, ça a fini, ma chérie. C'est vraiment un miroir, là. Vraiment. Ça te reflète ce que tu veux. Il y a de quoi de Narcisse ou Blanche-Neige là-dedans, là, quand même. Il y a quelque chose, je trouve qu'il y a quelque chose qui dit beaucoup sur nous, les humains. Oui. Puis j'ai l'impression aussi que ça transmet peut-être un peu de ce... Je pense qu'on est... Je vous le dirai, Christine, c'est vous la psy, là, mais est-ce qu'on a tous un petit côté narcissique... égocentrique, individualiste, égoïste, sans doute, là. Mais bien sûr, on a tous un côté. Le narcissisme existe chez tout être humain et c'est quand il est pathologique que c'est problématique. C'est ça. Mais c'est sûr que, puis c'est pour ça que c'est si agréable d'avoir
une entité, je dis bien une entité qui est centrée sur nous, qui s'intéresse à nous, qui se module sur nous. Parce qu'une des choses que les gens ont du mal à apprendre dans les relations, c'est justement qu'il n'y a pas un être humain qui est mis sur cette terre pour répondre à tous nos besoins. Dans les relations courtes, on doit apprendre ça. Qu'il n'y a pas un être humain qui a été construit sur cette terre comme moi, qui va avoir exactement la même perception, puis la même compréhension des situations, qui va réagir exactement comme moi en pareille situation. Ça n'existe pas. Et c'est ça la richesse des relations humaines. Puis c'est ça qui fait que parfois, on doit réfléchir, on est confronté, puis cela dit, on dit souvent, ben, l'enfer, c'est les autres, mais en même temps, le facteur de protection pour la santé mentale, c'est aussi d'être avec d'autres. Oui, tout à fait. Oui, je pense à Yvan qui nous écrit, là, qui s'inquiète aussi que ces machines, ces robots, auront aussi un jour accès au dark web. Il dit un futur qui s'annonce très compliqué parce qu'effectivement, là, si en plus de pouvoir, entre guillemets, prendre le contrôle de certains individus, un jour, on pourrait aussi aller sur le dark web, donc où il y a des informations privées qui circulent, où on peut acheter des substances illicites, où on peut faire de la fraude, etc. Ben, c'est sûr que ces outils peuvent être utilisés par des mauvais acteurs aussi, Isabelle. Complètement, complètement. Puis, tu sais, on retient que ChatGPT, une intelligence artificielle comme partenaire de vie ou comme psychologue, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Non plus. Ça requiert un effort d'avoir un groupe autour de nous, d'avoir des vrais humains. C'est difficile, c'est compliqué, mais ça vaut la peine d'investir à long terme sur son entourage. Oui, complètement. Puis des fois, il faut se faire souffrance, il faut se pousser. Exact. Parce c'est plus facile de rester chez toi, là, puis nourrir ton statu quo dans ton sac de chips devant ta TV. C'est confortable, mais parfois, il faut sortir de ce confort, puis on en récoltera les fruits plus tard. Mais c'est difficile, par exemple. Absolument. Faut que tu te fouettes, hein, Christine, en terminant là-dessus. Il y a tellement... Vous voyez ça beaucoup, vous, l'anxiété sociale, Christine Groux, là, autour de vous? Ben, en fait, on l'a vu un petit peu après la pandémie, hein, les gens qui voulaient plus sortir de chez eux. Et vous savez... des fois, quand on est en zone trop confortable, on n'est pas nécessairement en zone saine non plus. Et est-ce que combien de temps ça va être confortable? Puis je dis toujours c'est confortable jusqu'au jour où ça ne l'est plus. Et ça ne l'est plus le jour où c'est plus gratuit, ça ne l'est plus le jour où on perd un ami, ça ne l'est plus le jour où on s'est appauvri au niveau des relations. Alors, je pense qu'il faut se prémunir contre ça. Et vraiment être le mieux avisé possible parce que l'intelligence artificielle, à ce jour, ça a ses limites et ça ne remplace pas le jugement humain, ça ne remplace pas le jugement clinique. Non, tout à fait. Merci beaucoup, Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Merci. C'est toujours intéressant. De toute façon, c'est le début de ce genre de conversation, bien sûr. On va s'arrêter là. Ben, on va revenir tout de suite après, puis on veut avoir votre opinion là-dessus. Je vais vous demander si vous avez... Comme nous, sans doute, comme toi, Fred. Moi, ce matin, ça m'a... Déjà, en fin de semaine, je voyais un homme de 42 ans mort, percuté par un poids lourd. Et là encore, ce matin, 2 accidents impliquant des poids lourds. Donc, ça fait un autre matin, un hier, ça fait 2 en 24 heures. Des accidents de camion. Là, c'est c'est terrible, c'est toutes les semaines. Alors, on va en parler avec le président de l'Association du camionnage du Québec. Puis dites-nous si vous avez des solutions. Là. Tu sais, on en parlait tout à l'heure avec l'équipe et on se disait... Ça prendrait-tu des voies réservées de camionnage? Il y a ça, peut-être, qui est une solution. En même temps, on n'a déjà pas beaucoup de voies sur la route. Oui. On n'est pas aux États-Unis, là, avec des 6-8 voies. Puis on est quand même à côté des fameuses voies réservées, même s'il y en aurait. Là, on partage la route. Là. Mais il y a tout le trafic. On a vu le trafic des permis de conduire. Aujourd'hui, là, tu regardes dans la boîte d'un camion, là, puis il y a un conducteur sur 2 que tu te dis, il n'y a peut-être pas un vrai permis, celui-là. Là. Fait que ça, c'est un enjeu là, qui moi, me trouble beaucoup. On a hâte de vous entendre là-dessus. À tout de suite, tout le monde.